Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire prévention de Collecteam. Alors en ce mois d'octobre rose, nous allons parler de la santé des femmes. Et donc l'an dernier, nous avions parlé de l'endométriose et cette année, nous sommes sur la question de la ménopause. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Djalila Hadjaj. Bonjour Djalila. Bonjour Sébastien. Donc tu es médecin gynécologue. Ouais. Et tu n'es pas que médecin gynécologue, tu as d'autres formations également. Oui, donc je suis diplômée en micronutrition, c'est-à-dire en médecine préventive. J'ai fait aussi de la méditation et de pleine conscience et de l'hypnose. Voilà. L'objectif étant d'avoir une prise en charge intégrative, optimalisée des patientes que je reçois. D'accord. Ménopause, pré-ménopause, périménopause, c'est quoi tout ça? Ménopause, on imagine à peu près, mais pré- et périménopause. Voilà. Il y a un certain nombre de subtilités. Le tout est lié au vieillissement obligatoire de l'ovaire. Le rôle de l'ovaire, c'est de produire des hormones qu'on appelle œstrogènes et progestérone, qui vont avoir un fonctionnement cyclique, qui vont permettre à la femme d'avoir on va dire une vie correcte. Les hormones agissent sur beaucoup d'organes, sur le cerveau, sur les organes génitaux, sur la peau, sur les vaisseaux. Elles vont avoir un rôle très important. Il arrive à un moment de notre vie où les ovaires ne fonctionnent plus parce qu'ils ont mûri, qu'ils ont vieilli. Et quand les ovaires sont devenus vides d'ovocytes, qui est la cellule qui est pondue chaque mois à partir de la puberté, il n'y a plus d'hormones produites, il n'y a plus de règles. L'absence de règles pendant un an définit la ménopause. Mais avant que ce fonctionnement ne cesse, les sécrétions hormonales vont être déséquilibrées et la femme va connaître un certain nombre de symptômes gênants liés à cette disharmonie dans la production des hormones ovariennes. La préménopause, c'est la période de 8 à 10 ans avant l'arrêt des règles, avant la ménopause. Et donc, ça peut commencer, la ménopause, c'est aux alentours de 50-52 ans. Ouais. Donc, la préménopause peut commencer à 40 ans, 42 ans. Et on va avoir des symptômes de déficit hormonaux, des bouffées de chaleur, des insomnies, des sueurs nocturnes, tout un certain nombre de symptômes qui peuvent être plus ou moins gênants. Ça, c'est la préménopause. Et la périménopause, c'est la période de 1 an avant et 1 an après l'arrêt des règles. Et la ménopause, c'est à partir du moment où il n'y a plus de règles et l'ovaire ne sécrète plus d'hormones. Depuis 1 an. Depuis la définition clinique, elle est clinique, elle n'est pas biologique, donc la prise de sang ne sert à rien. C'est 1 an plein sans règles. Et autant la préménopause et la périménopause ont des périodes limitées dans le temps que la ménopause, une fois qu'on est ménopausé, c'est à vie. C'est à vie, ça ne s'arrête qu'avec la fin de la vie. D'accord. Voilà. Et tu disais, en fait, la préménopause peut démarrer 8 à 10 ans avant la ménopause, c'est-à-dire par exemple à 42, 40, 42. Oui. Et mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des cycles irréguliers déjà ou il peut y avoir une préménopause sans cycle irrégulier, sans disparition de… C'est-à-dire qu'en fait, l'ovaire va commencer à dysfonctionner et ne plus, c'est l'ovulation et les sécrétions d'hormones œstrogènes et progestatives qui fait la régularité des cycles et qui fait l'harmonie globale du corps. À partir d'un certain moment, le vieillissement de l'ovaire s'accélère, parce que tous les jours, de toute façon, on vieillit à partir du moment où on naît. Mais il y a un moment où le vieillissement s'accélère. Ça va un peu plus vite qu'avant. Ça va un peu plus vite qu'avant, mais ce n'est pas dramatique, vous allez voir, il y a des solutions. Donc là, on va avoir les conséquences de ces carences et de ces déficits. On va avoir un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone, ensuite on va avoir un excès de progestérone par et en fonction de ces de déficits, on va avoir des signes qui sont… Donc en fait, il y a une baisse des hormones, en même temps il y a un déséquilibre entre elles. Il y a un déséquilibre, ça ne s'arrête pas brutalement. Il y a d'abord un déficit du rapport entre les deux hormones, et puis voilà.
c'est ça. Donc, tu disais que finalement, on peut avoir des signes d'une pré-ménopause avec toujours un cycle régulier. Ça veut dire que, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que ça sert à plein de choses, les ovaires, Oui. pas seulement. Oui, bien sûr. Les hormones œstrogène et progestérone produites par l'ovaire, elles ont des récepteurs dans quasiment tous les organes. Le cerveau, vous avez des récepteurs à la progestérone, par exemple. La progestérone, c'est l'hormone de la deuxième partie du cycle, c'est l'hormone qui est produite pendant la grossesse. Et c'est pour ça que les femmes, pendant la grossesse, souvent, elles sont plutôt un peu zen. Parce que la progestérone, elle simule le circuit ce qu'on appelle le neurotransmetteur GABA qui donne le zen. Ah oui, elle a souvent donc la carence, un défaut d'ovulation avec un problème de déficit en progestérone, on ne va pas bien dormir. Donc on amène la progestérone, on va améliorer la qualité du sommeil. Un déficit en œstrogène, on va avoir une irritabilité, sécheresse vulvo-vaginale, des difficultés au rapport, des choses comme ça, des bouffées de chaleur. C'est-à-dire cette période, il faut jongler en fait entre les différents déficits. Ça touche combien de femmes par an? Alors, ça, c'est un sujet très intéressant parce que vous avez dû entendre que cette année, on est rentré dans une période où on a naissance de plus de seniors que de nourrissons. Donc, nous avons une population vieillissante, ça on le sait tous. Et donc, une population vieillissante, c'est une population pour les femmes qui vont entrer dans la ménopause avec tous les symptômes que ça induit et toutes les maladies qui vont se révéler avec ça. Donc, en France, on a 14 millions de femmes ménopausées et 500 000 nouveaux cas de femmes ménopausées par an. Donc, c'est énorme, ça vaut vraiment la peine pour l'individu, pour la femme, et pour la société, pour les entreprises de s'occuper de ça. Oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Et 100% des femmes, à partir de 55, on va dire 56 ans, elles vont être ménopausées, avec tous les symptômes que ça va induire. Alors, j'ai entendu dire, sous forme un peu de boutade, qu'au Japon, il n'y a pas de ménopause. Alors, la ménopause, c'est une définition clinique. Moi, je suis médecin, donc je reste très attachée aux réalités médicales. La ménopause, c'est une définition clinique, c'est la sénescence ovarienne. Plus d'hormones ovariennes, donc c'est la ménopause. Maintenant, le vécu de la ménopause, en fonction des cultures, ne va pas être le même. Ouais. Par exemple, au Maghreb, on ne dit pas une femme, elle est vieille. On dit qu'elle a grandi. Vous voyez ? Au Japon, la maturité, elle est valorisée. Les anciens sont valorisés. Bon, ici, ce n'est pas tout à fait ça. Il va falloir apprendre, puisqu'on va être un pays où on a plus d'anciens que de nouveaux, on va dire, mais il va falloir apprendre. Ouais. Mais il n'empêche que c'est une réalité. Après, le vécu n'est pas le même et l'épidémiologie, c'est-à-dire l'incidence des maladies, n'est pas la même parce que la façon de vivre, le cadre de vie n'est pas le même. En France, on est un des pays avec, en Europe et même dans le monde, avec l'incidence de cancer du sein le plus important. On a de l'ostéoporose, on a des fractures du col du fémur. Eh ben, elles ont beaucoup moins de cancer et de fractures du col du fémur, les japonaises. Et une asiatique qui va vivre aux États-Unis, tant qu'elle vit comme une japonaise, elle a peu de fractures du col du fémur, moins de cancer, de risque de cancer qu'une américaine de souche. Mais à partir du moment où elle adopte le mode de vie des Américains, eh ben, le risque rejoint celui des Américains. Les Asiatiques, elles ont un autre mode de vie. Voilà. Ouais. On voit bien avec la diaspora japonaise après la guerre, où les Japonais qui sont restés vivre à Okinawa font toujours pas très grand, et ceux qui sont aux États-Unis font 1m80 maintenant. Et les zones bleues où on a une longévité en bonne santé qui est notable, à Okinawa, c'était connu, il y a eu des livres, le docteur Kurtei, il a écrit des livres sur la question, il y a beaucoup de reportages sur cette zone. Les enfants des anciens d'Okinawa, ils meurent avant leurs parents, parce qu'ils ont adopté le mode de vie des Américains. Est-ce qu'il peut y avoir une ménopause précoce ? Il peut y avoir une ménopause précoce. Souvent, il y a des formes familiales. Ça peut être d'origine auto-immune. Et dans ces cas, la ménopause précoce, c'est avant 45-40 ans. Et là, il est absolument impératif de prendre en charge ça médicalement et ne pas se dire bah, c'est la vie. Non, parce que les maladies qui vont atteindre les femmes ménopausées vont atteindre plus vite ces femmes qui sont jeunes. Voilà. C'est trop tôt pour être ménopausée. 35 ans, c'est juste pas admissible. Quoi. Alors, quels sont justement les symptômes ? Alors, les symptômes, on va avoir des bouffées de chaleur qui peuvent être vraiment très invalidantes. Elles peuvent être diurnes ou nocturnes. On a des sueurs nocturnes. Et ça, c'est très embêtant parce que ça va réveiller les patientes.
Et oui, ça amène Donc, quand on ne dort pas la nuit, eh ben forcément, le jour, on est fatigué, on est irritable, des problèmes de mémoire, de concentration. On va avoir des changements d'humeur. Voilà. Et je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle des hormones sur le cerveau. On va avoir une augmentation des maux de tête, des céphalées, des migraines, des troubles de mémoire, ce qu'on appelle les problèmes cognitifs. Oui. Donc, tout ça, ça peut impacter le travail. On a aussi des problèmes ostéo-articulaires, des douleurs articulaires, des douleurs diffuses. On peut avoir et ça c'est quelque chose qui est très important pour les femmes, qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est-à-dire que les organes génitaux externes et internes, mais ceux qui vont le plus parler, c'est les externes, c'est-à-dire la vulve, le vagin et la vessie qui est à proximité. Et ces organes ont des récepteurs aux hormones œstrogènes. Et la carence œstrogénique va induire une atrophie de ces tissus. C'est la peau, c'est comme la peau. La peau qui se ride, qui devient fine, qui devient sèche, et il se passe la même chose au niveau de la vulve et du vagin. Donc, plus de risques d'infection urinaire, des sensations de prurite, c'est-à-dire des cratouillis permanents, des sensations de sécheresse gênante, et puis des difficultés au rapport sexuel et des infections urinaires à répétition. C'est-à-dire que certaines femmes se disent « Oh, bon, j'ai plus de rapport sexuel, mon mari, il est malade. » Ce n'est pas qu'une histoire de sexe. C'est une histoire de qualité de vie pour se sentir bien et de prévention des infections urinaires. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Ça touche près de 67% des femmes. Et elles n'en parlent pas forcément. C'est-à-dire si, en tant que médecin, on ne leur demande pas, mais tiens, ça se passe comment sexuellement alors on dit, bof, c'est sec, mais c'est pas grave, ou j'ai plus de rapport. Oui, mais sinon, c'est comment? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu sec. Voilà. Et tu penses qu'il y a un tabou sur ça ou oui. Simplement... Oui, bien sûr qu'il y a un tabou. Oui, mais c'est un tabou ou c'est considéré comme normal? Alors, il y a les deux. Il y a les deux parce que souvent, quand on questionne les patientes sur ces symptômes, elles les ont, mais elles les ont attribués. Oh, c'est parce que je vieillis. Bon. Ou oui, c'est normal. Ou oh, c'est pas si important. Et il y a une banalisation. Il y a une banalisation. Ouais. Et pour ce qui est de la sphère sexuelle, il y a une honte et une gêne, en fait. Même dans la confidence avec le médecin gynécologue. C'est plus simple avec le médecin gynécologue, surtout peut-être quand il est une femme, c'est ce qu'elles me disent les patientes. Mais il faut quand même qu'on pose la question. Il faut poser la question. Tous ces symptômes, d'ailleurs, je pense qu'il faut les rechercher parce que c'est là que les patientes se rendent compte qu'en fait, surtout quand elles ne sont pas encore ménopausées, elles se rendent compte que c'est lié à la préménopause ou à la périménopause et qu'elles sont en carence estrogénique et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Justement, en préparant cet entretien, tu me disais qu'on avait un taux de femmes qui étaient sous traitement très élevé à une époque et que là, ça s'est effondré. Voilà. Alors là, c'est un événement très fâcheux de la médecine et ça amène à se poser des questions sur les études et l'interprétation des études. En 2002, il y a eu une grosse étude américaine qu'on appelle la WI, qui a étudié un énorme échantillon, c'était des femmes aux États-Unis, donc qui étaient dans le soin. On a donné à ces femmes un traitement de la ménopause, mais c'était des femmes Quand non tu dis un traitement, c'est des hormones. Ouais. Voilà, un traitement de substitution, c'est-à-dire l'idée. L'ovaire ne fait plus les hormones. On sait qu'il y a des pathologies et il y a beaucoup d'inconvénients liés à cette période. On va donner des hormones à ces femmes pour leur permettre une qualité de vie et diminuer le risque des maladies liées aux carences hormonales sur le moyen et long terme. Mais ces femmes n'ont pas été sélectionnées. Il y a des femmes en surcharge pondérale notable, des femmes hypertendues non stabilisées. Voilà. Donc, ce n'était pas une population sélectionnée et c'était un traitement à l'américaine avec des hormones synthétiques, des œstrogènes synthétiques, et non pas ce qu'on fait nous en France bioidentique, et des progestatifs synthétiques. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on fait nous. Et en fait, l'étude a dû être interrompue plus tôt parce qu'il y avait il y avait des cancers du sein, il y avait plus de maladies cardiovasculaires. Donc, ça a été arrêté brutalement et le traitement substitutif a été vilipendé. On était à 30% à peu près de patientes traitées en France. Aujourd'hui, on est à 6%. Et en fait, des voix se sont élevées pour dire « Mais attention, nous, en France, on ne fait pas ça. On a des contre-indications, on sélectionne les patientes, on les bilante avant de leur donner le traitement et surtout, on donne des hormones bioidentiques, c'est-à-dire c'est produit par l'industrie pharmaceutique. Mais c'est des hormones dont la formule est
la même que l'hormone produite par le corps, les progestatifs pareil, et surtout nous, on donne les œstrogènes par voie percutanée, vous voyez, par exemple sur la peau du pelvis, les progestatifs par voie vaginale ou éventuellement par la bouche, mais les œstrogènes par voie percutanée, ça diminue le risque thromboembolique et ça diminue le travail du foie. Donc c'est beaucoup plus sécure. Mais ces voix n'ont pas été entendues. Et c'est 12 ans plus tard que les gens qui ont fait l'étude, non, on n'a pas bien été interprété, nous on ne voulait pas dire ça. Voilà. Mais le mal était fait, les patientes ont eu peur, à juste titre, vous allez avoir un cancer du sein à cause de ça, et les patients, et les médecins, écoutez, il faut rester, une consultation c'est forcément un temps limité, donc on ne peut pas prendre 1 heure à essayer d'expliquer à la patiente que non, le rapport bénéfice-risque est correct, et voilà, et puis le risque médico-légal, et voilà, tant et si bien qu'aujourd'hui, on se rend bien compte de toutes ces années perdues sur la prévention des maladies liées aux carences hormonales. Les carences oestrogéniques, elles induisent chez la femme de l'ostéoporose, elles augmentent le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire chez la femme qui n'a plus la protection des œstrogènes, ses artères et son cœur vont s'abîmer et elle rejoint les risques des hommes. Voilà, et les risques aussi de maladies neurodégénératives, d'Alzheimer par exemple. D'où l'importance d'être accompagné et d'être supplémenté en hormones. Absolument, avec des hormones bioidentiques à la française. Mais il faut être informé avant et surtout, il faut arriver à cet âge charnière en bon état physique. Ça veut dire quoi en bon état physique? C'est-à-dire il faut prendre soin de soi, surveiller, il ne faut pas être en surcharge pondérale, il faut avoir une tension plutôt correcte. Si la tension, on a une hypertension familiale, il faut qu'elle soit traitée, qu'elle soit stabilisée. Il faut avoir une alimentation équilibrée, il faut avoir une activité physique. Tous ces éléments qui sont de toute façon normalement indispensables pour avoir une bonne santé. D'une manière générale. D'une manière générale. Une jeune femme qui a de l'endométriose, on sait bien que l'endométriose, c'est œstrogénodépendant, c'est lié à l'inflammation chronique de bas grade, et c'est une maladie chronique. Inflammation chronique de bas grade, comment on lutte contre l'inflammation chronique de bas grade? En ayant une alimentation optimale, en diminuant le sucre, en diminuant les graisses saturées, en augmentant l'apport d'oméga 3, en ayant un apport en micronutriments, en vitamines optimisé, et en ayant une activité physique. C'est-à-dire c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour prévenir toutes les maladies de civilisation. Il faut arriver en bon état, entre guillemets, à cet âge mûr. De toute façon, pour préparer une maturité, on va dire en bonne santé, et je dirais heureuse, parce que quand on questionne les personnes âgées sur la sensation de bonheur, souvent, en fait, les personnes mûres, elles se sentent plus heureuses que celles de 20 ou de 30. Voilà, peut-être qu'on a atteint une sérénité, voilà. Mais elles se sentent heureuses quand elles sont en bonne santé. Voilà, la santé, ça se cultive. C'est tout, voilà. Et on commence à la cultiver très jeune. C'est-à-dire qu'il faut commencer à sensibiliser aux problèmes de la prochaine ménopause dès 40 ans. Oui, c'est ça. En fait, anticiper cette période de la ménopause, c'est 10 ans avant qu'il faut adopter. Voilà, parce que quand on parle des conséquences sanitaires, voilà, l'ostéopse, par exemple, c'est un gros coût au niveau de la santé, au niveau de la sécurité sociale. Donc, aussi bien au niveau de la société, au niveau de l'économie, au niveau des entreprises qu'au niveau de l'individu, il faut arriver à mûrir en bonne santé. Si on éloigne le risque de maladie neurodégénérative d'Alzheimer, c'est bon pour l'individu, c'est bon pour la société entière. Yes. C'est éloigner le risque d'ostéoporose, c'est bon pour l'individu, c'est bon pour la société entière. Voilà. Et les maladies cardiovasculaires, pourquoi? Et ça, c'est important, les maladies cardiovasculaires, parce que la femme ménopausée, contrairement à l'homme qui mûrit, il meurt. La première cause de décès, c'est le cancer. La femme, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, quand on est ménopausé, on a plus de risques de mourir d'accidents vasculaires, infarct, AVC, que de cancer. Et aujourd'hui, les femmes consomment plus de tabac, plus d'alcool qu'autrefois, donc elles sont encore plus exposées. Et c'est une des raisons qui fait qu'on a plus de cancers du sein en France, en France, en Europe, je crois dans le monde aussi, parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas optimal. Est-ce que la période de la ménopause, c'est un facteur de risque supplémentaire pour d'autres pathologies? Mais bien sûr, c'est ce que je te disais. Alors, tu parlais de l'ostéoporose, tout ça. Voilà, l'ostéoporose, les maladies neurodégénératives,
et puis les maladies cardiovasculaires. Et parce qu'on n'a plus l'effet protecteur des œstrogènes. Et au niveau du cancer du sein, par exemple? Alors, les risques augmentent avec l'âge. Les risques augmentent avec l'âge indépendamment du traitement de la ménopause. Pourquoi? Parce que plus on vieillit et plus nos cellules ont du mal à se réparer. Voilà, la cellule cancéreuse, c'est une cellule dont les gènes se sont abîmés. Normalement, quand on est en bon état, on a un corps qui est capable de reconnaître que la cellule n'est pas en bon état et le corps la détruit, la tue. Oui, on renouvelle nos cellules. Voilà, et donc on a tout le temps des cellules cancéreuses qui traînent. Et en fait, le traitement substitutif, d'après les études récentes, ne provoque pas l'apparition de cellules cancéreuses. En fait, il va permettre sa révélation plus rapide et les femmes ménopausées traitées étant surveillées, les cancers diagnostiqués chez la femme sous traitement de la ménopause va être prise en charge beaucoup plus tôt. Tu as parlé tout à l'heure des conséquences de cette ménopause avec les bouffées de chaleur, les réveils en soir, la nuit, etc. Et des conséquences sur l'activité, la vie psychique, la fatigue, peut-être une déprime qui peut arriver aussi. Ah oui, absolument. Et parfois, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Oui, c'est vrai. Tu veux me raconter ça? Eh bien, écoutez, moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir mon âge. C'est un âge formidable. J'ai été ménopausée, je ne sais même plus trop quand. Mais effectivement, dépression, une grosse fatigue. Et il m'était pas du tout venu à l'idée que c'était la ménopause. Et c'est une collègue généraliste qui m'a dit « Mais Jalila, c'est peut-être la ménopause. » Parce que j'ai été voir un psy, tout ça. Mais oui, c'était... alors, j'ai fait des mesures d'accompagnement, de la méditation, de l'auto-hypnose, mais j'ai pris un traitement substitutif. Et là, je suis sous traitement substitutif. Alors, je fais d'autres choses, je médite, je fais du sport. Mais oui, effectivement, on n'y pense pas. C'est-à-dire que même, voilà, pour soi, quand je reçois les femmes, je vois bien les symptômes. Mais effectivement, on ne se regarde pas. C'est pour ça que même quand on est médecin, il faut avoir un médecin. Tout à fait. Et pas faire de l'automédication sans arrêt, de l'autodiagnostic. Voilà. Comment est-ce que dans une entreprise, un service RH pourrait amener à une sensibilisation intéressante pour les salariés? Parce qu'à la fois, évidemment, la ménopause, ça touche les femmes de façon directe, mais ça touche aussi les hommes de façon indirecte, parce que les hommes vivent avec des femmes. Qui sont ménopausées, des fois. Qui sont parfois ménopausées, et ils travaillent aussi avec des femmes. Oui. Alors, là, il y a un rôle important. Donc, la médecine du travail, déjà. Si tu veux. Médecine du travail. Donc, déjà, je pense qu'il faut informer. Il faut informer, comme vous avez fait une journée endométriose où toute la population de l'entreprise était invitée. Je pense qu'une journée ménopause serait très opportune. Et puis, peut-être, andropause aussi. Une journée ménopause qui explique, en données chiffrées, comme on a fait là, l'incidence de cette chose physiologique qui induit des pathologies. Donc, ce n'est pas qu'on la pathologise. La pathologie, elle existe. Voilà, qui explique en chiffres. Et donc, c'est important de savoir qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui sont impactés et qui explique quels sont les symptômes. Et que ça concerne toute la hiérarchie, tous les genres, enfin, toutes les catégories de professionnels dans l'entreprise. Oui, c'est pas lié au diplôme. Ah ben non, parce que l'on fasse l'entretien, c'est un rôle très important, l'entretien. C'est essentiel. Ou que l'on dirige là-haut, je pense que tout le monde est concerné. Voilà. Et puis aussi adapter, maintenant, après, quand on a connaissance des symptômes qui peuvent affecter les patientes, je pense qu'on peut tout à fait adapter les postes de travail avec, par exemple, la flexibilité des codes vestimentaires, avec des vêtements thermiquement plus confortables, par exemple. La flexibilité des horaires, quand on peut faire du télétravail, ça peut être plus simple dans certaines circonstances. Les contextes thermiques, avoir des espaces qui soient ventilés. Voilà. L'accès à peut-être des zones de repos. L'accès à des sanitaires propres pour les dames qui ont des syndromes gynécologiques ou même sans ça. Tout le monde, déjà. Voilà, tout le monde, des sanitaires propres, des vestiaires aussi où elles peuvent se changer, ou voilà. Et puis, quand on a accès aussi au public, c'est important en cas de bouffée de chaleur de pouvoir faire une pause sans que ce soit indexé.
Comment Voilà. est-ce soit un manager qui a dans son équipe des femmes qui sont touchées par des symptômes ou un service RH peut, tu parlais de l'information, mais pourrait engager une discussion, c'est pas évident de parler Non, de la non, non. ménopause, dire à une femme, écoute, peut-être t'es ménopausée là, peut-être que c'est un peu compliqué, ça peut être très mal pris. Bah, c'est comme de parler à un homme de sa andropause, c'est pas toujours évident. Ah, c'est quoi l'andropause? C'est quoi la Bah, différence? l'andropause, c'est pareil, c'est quand... Est-ce que les hommes font des œstrogènes et des progestérone? Non, les hommes, ils font de la testostérone, les testicules font de la D'accord. testostérone, mais il y a toujours une production d'œstrogène chez les hommes. Comme chez les femmes, il y a aussi une production de testostérone. D'accord. Les ovaires des femmes produisent de la progestérone et les glandes surrénales produisent de la les femmes produisent de la testostérone au niveau un peu des ovaires et des surrénales. Et les hommes produisent aussi un peu d'œstrogène. On a besoin des deux. Quel que soit le genre, on a besoin des deux types d'hormones. Chez les hommes, en fait, les androgènes, la testostérone, est transformée au niveau des graisses périphériques en œstrogène. C'est pour ça que les hommes qui ont plus de ventre, là, qu'on appelle le syndrome métabolique, ils ont plus de graisse, donc ils vont avoir plus tendance à avoir des gynécomasties parce que leur testostérone va être transformée au niveau de la graisse en œstrogène. D'accord. Et donc, chez la femme, l'arrêt est plus brutal que chez l'homme, mais chez l'homme, pareil. Il va y avoir une diminution progressive, mais beaucoup plus lente, de la production d'androgènes. Et là, il peut y avoir des problèmes de libido, des problèmes d'érection, des choses comme ça, des dysfonctionnements érectiles. Ça se bilante aussi chez des spécialistes en la matière. Et ce qu'il y a, c'est que les hommes, ils gardent leur pouvoir de reproduction plus longtemps. Donc, ils ne s'en rendent pas forcément compte ou ils en parlent moins. On s'intéresse moins aux hommes qu'aux femmes. Pour ça, c'est dommage pour eux. Ouais. C'est un des rares sujets où la médecine, en fait, elle est plus calibrée sur les femmes que sur les hommes. Là. Bon, alors si on rentre dans ce débat, c'est parce qu'en fait... non, mais c'est pas grave. 3 mots brefs, c'est parce que on s'intéresse plus aux faiblesses, entre guillemets, des femmes que des hommes. Mais c'est pas une faiblesse, il faut accompagner les hommes aussi dans ça, puisque les femmes vieillissent, les hommes vieillissent. Quand on dit il y a plus de seniors, c'est des seniors hommes et des seniors femmes. Il faut accompagner la maturité pour qu'on puisse être des gens mûrs, en bonne santé longtemps, puisque de façon manifeste, on va travailler plus longtemps, et donc il faut profiter de tout plus longtemps. Est-ce que tu as eu connaissance, par ta patientèle, peut-être, d'entreprises qui faisaient des choses un peu différentes pour accompagner ces femmes-là? Alors, en toute honnêteté, non, je n'ai jamais entendu. Vous êtes les premiers de... À la consultation, elles ne parlent pas des conséquences dans leur emploi. On parle des conséquences en général, qu'elles ont du mal à se concentrer, etc. Mais on ne parle pas de ce que l'entreprise a mis en place. Moi, je n'ai pas connaissance d'une entreprise. Alors, j'ai lu dans le rapport que le Sénat a fait d'entreprises qui ont mis ça en place et je les en félicite. Je pense que quand on fait des choses bien pour ses patients, pour son personnel, c'est du personnel qui reste plus longtemps. Une femme ménopausée, c'est a priori une femme qui a de la maturité dans son emploi, donc qui a de l'expérience. Donc, on a tout intérêt à la mettre à l'aise pour qu'elle continue à profiter à l'entreprise et que l'entreprise lui profite le plus longtemps possible. C'est du gagnant-gagnant, je pense. D'accord. Avant de prendre les questions des participantes, quel serait le premier conseil de prévention que tu pourrais adresser aux femmes qui nous écoutent, justement? Il faut prendre soin de soi très vite et le plus tôt possible. C'est-à-dire que quand on est mère, souvent les femmes sont mères, pas forcément, on a tendance beaucoup à s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son couple, et on s'oublie. Je l'ai fait, et quasiment toutes les femmes le font, parce que voilà. Et en fait, je dis toujours à mes patientes, quand vous prenez l'avion, quand on vous donne les consignes de sécurité, où on vous explique les choses comme ça, là, un peu marrantes, on vous dit bien que si vous avez des personnes vulnérables avec vous, il faut mettre votre masque vous d'abord, vous équipez vous d'abord pour votre survie, avant de vous occuper des bébés ou des seniors qui sont avec vous. Parce que si vous vous occupez d'eux avant, après, vous n'aurez plus assez d'énergie, assez d'oxygène pour vous occuper de vous, et ces gens vulnérables, ils vont y passer parce que vous n'êtes plus là. Donc, il est impératif de s'occuper de soi. S'occuper de soi, c'est comment? C'est faire des temps de pause, c'est manger correctement, c'est avoir une activité physique, une activité culturelle, s'aérer la tête. C'est impératif. C'est impératif. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Donc, il faut arriver à la maturité
en bonne santé. Et quand on arrive à la maturité en bonne santé, on peut bénéficier, donc là on parle du traitement de la ménopause, et là on va mûrir tranquillement. C'est-à-dire que l'EHPAD, parce que au bout du bout c'est ça, enfin c'est, espérons, pas forcément, peut-être. On prévient l'EHPAD bien avant l'âge de l'EHPAD, c'est ça. Et là c'est vraiment un sujet d'actualité, une population qui vieillit, il faut travailler plus longtemps pour diverses raisons, donc il faut être en bonne santé. Et c'est pas désagréable d'être en bonne santé, parce que quand on est en bonne santé, on y prend goût. Ben oui. Merci beaucoup, Djalila. On va prendre les questions des participants. Alors, nous avons une première question. Est-ce qu'il y a de la documentation que tu peux indiquer sur le sujet? Est-ce qu'il existe des fascicules? Est-ce que la Haute Autorité de la Santé en France produit ça? Est-ce que l'OMS produit des fascicules? Est-ce qu'on peut se documenter? Alors, moi, je n'ai pas de connaissance de flyers ou à destination du grand public. Néanmoins, moi, ce que je fais, c'est que je donne à mes patientes des livres à lire. Il y a un médecin qui s'appelle le docteur Michel Mouly. Donc, je ne le connais pas personnellement, mais c'est une amie qui m'a parlé de lui parce qu'elle était très embêtée par sa ménopause. C'est un monsieur qui est gynécologue, cancérologue à Paris et qui s'est beaucoup investi dans le sujet de la ménopause, et il a écrit des livres sur ça. Donc moi, je leur montre sur mon téléphone portable les livres qu'a écrit ce monsieur, et je leur dis, lisez ça. Quand vous aurez bien lu, pris le temps de réfléchir, et ben revenez vers moi et on verra ce qu'on peut faire. Donc je leur donne un livre à lire. Voilà, Michel Mouly, il a écrit des livres, il est sur LinkedIn et sur Instagram, je crois aussi. Sur Insta aussi, oui. Voilà, donc Michel Mouly, voilà. Comme Michel, Mouly, M-O-U-L-Y. Voilà, je pense que ce livre a dû être bien vendu depuis que… Voilà, c'est-à-dire l'intérêt du livre, c'est que d'abord c'est en langage grand public, c'est qu'en fait elles lisent, elles s'arrêtent, elles reprennent, voilà. Elisabeth demande si on peut prendre un traitement pour la ménopause quand on a eu un cancer du sein avec tumeur triple négative. Alors là, le cancer du sein, ça fait partie des contre-indications. Des contre-indications au traitement de la ménopause. Est-ce que tu peux expliquer? Pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas les récepteurs hormonaux étaient négatifs, pourquoi je ne pourrais pas prendre le traitement? Ça fait partie des contre-indications et moi, je ne serais pas rassurée de vous le prescrire. Maintenant, le docteur Mouly, qui est cancérologue, explique que chez certaines patientes qui ont eu un cancer du sein, qui a été prise en charge tôt et qui est de bon pronostic, il est arrivé qu'ils prescrivent le traitement substitutif. Mais là, c'est vraiment au cas par cas, il faut discuter avec l'oncologue. Là, c'est vraiment les contre-indications… on ne peut pas passer outre ça. Ouais. Il y a trop de risques. Ouais. Il y a Aurore qui dit qu'elle a obtenu une journée supplémentaire de télétravail, mais que c'était difficile avec la médecine du travail de prendre ça en compte et l'employeur, a priori, n'était pas forcément sensibilisé non plus. Oui, mais parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais maintenant qu'on en parle de plus en plus, je pense que les choses se mettront en place, mais ça va être pas forcément rapide. Mais le mieux, c'est de ne pas avoir de bouffées de chaleur. Le mieux, c'est d'avoir un traitement. Et le meilleur traitement des bouffées de chaleur, c'est le traitement de la ménopause quand il n'y a pas de contre-indication. Parce que je suis micronutritionniste, j'ai essayé avant pour mes patients. En micronutrition. Oui, c'est-à-dire j'ai essayé la phytothérapie, j'ai essayé diminuer le sucre, etc. Mais le traitement le plus efficace, c'est le traitement hormonal de la ménopause. C'est quand même de l'hormone. Oui, mais c'est de l'hormone. Non, mais si c'est pas négatif, mais le traitement le plus efficace, c'est quand même rajouter des hormones quand il en manque. Oui, c'est ça. C'est un traitement de supplémentation. Voyez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on parlait du cancer du sein tout à l'heure, dans certains cancers, on donne un traitement anti-hormones, en fait. On bloque les récepteurs aux hormones. Donc, c'est pour ça qu'amener après des hormones, c'est pas logique. Et ça évoluera aussi sans doute. Ça évoluera. Laure dit qu'elle a constaté de nombreuses différences au niveau de la délivrance du THM, que ce soit dans la durée même de la posologie œstrogène en continu.
pour certains, ou arrêt 1 semaine par mois. Qu'est-ce que tu demandes si tu aurais un avis sur cette question, sur les études qui existent actuellement? En fait, déjà, quand on n'a plus l'hormone progestative, il y a deux hormones qu'on donne, l'hormone œstrogène et l'hormone progestative. Une dame qui n'a plus d'utérus, on peut lui donner que l'hormone œstrogène par voie percutanée sur la peau, parce que le progestatif protège l'utérus des cancers de l'endomètre. L'endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus. Donc ça, c'est une chose. Après, faut-il, quand on a les deux hormones, faut-il faire une fenêtre d'1 semaine ou pas? Certains disent, comme le docteur Mouly, ça permet de permettre au foie de détoxifier pendant une journée. Lui, il fait 6 jours sur 7, ou certains font 3 semaines sur 4. Ça permet de laisser le foie se reposer, parce que c'est le foie qui détoxifie les hormones. Après, quand vous êtes en période avant même la préménopause et que vous avez vos hormones, si votre foie il travaille bien, on ne s'arrête jamais. Vous avez vos hormones tout le temps, donc on peut, voilà, c'est une question d'argument. Celui qui vous donne un traitement, demandez-lui pourquoi vous préférez ça. Si les arguments vous semblent tenir la route, eh ben, vous suivez. Raphaël, au féminin, demande combien de temps il faut prendre le traitement. Alors ça, c'est une question intéressante, parce qu'avant, quand on a commencé, quand j'étais bien plus jeune, on nous disait 5 ans. Et donc, si vous voulez, quelque part, on était un peu obligé de suivre ça. Et puis maintenant, de plus en plus, et ça, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le GEMVI, c'est le groupement pour l'étude de la ménopause et du vieillissement, le GEMVI, qui dit que, en fait, si le traitement il est bien toléré, de toute façon, on réévalue, quand on institue un traitement, on voit la patiente à 4-6 mois. Et après, on la surveille tous les ans et on réévalue chaque année la tolérance. Si tout va bien, eh ben, on peut le continuer très longtemps. On n'a pas de durée limitée. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc, il y a Isabelle qui demande combien de temps peut durer la ménopause. Alors, la ménopause, ça dure le reste de la vie. La ménopause, c'est à partir du moment où elle commence, ça n'arrête jamais. Voilà, mais peut-être que vous voulez dire cette période de pré-ménopause. Alors, les signes fonctionnels, justement, dans une étude qu'a fait le GEMVI en 2020, publiée en 2022, sur 5000 patientes, 25% avaient des signes fonctionnels graves, et ces signes fonctionnels, ils peuvent durer de 7 à 20 ans. 7 à 20 ans. Et les bouffées de chaleur jusqu'à l'âge de 70, quoi. Bah oui. C'est embêtant, hein. Oui, mieux vaut passer sur un traitement. Moi, je trouve qu'il faut soigner sa qualité de vie et son... Voilà. Et en fait, ce n'est pas qu'une question de qualité de vie, parce qu'à chaque bouffée de chaleur, vous avez au niveau du cerveau des choses pas super qui se passent. Voilà, un risque cardiovasculaire, neurodégénératif qui avance, ouais. Ça, on le retrouve de plus en plus dans tout ce qu'on lit sur la ménopause. Donc, ça n'est pas anodin. Ce n'est pas que du traitement de confort. Oh oui, mais c'est naturel. Moi, je préfère ce qui est naturel. Je ne sais pas si c'est très naturel qu'on vive aussi longtemps. Hein. Les préhistoriques, ils avaient juste, on en parlait tout à l'heure, ils avaient juste le temps de se reproduire, d'élever un petit peu leurs enfants, ils mouraient après. Oui, tout à fait. Ouais. Et toutes les études en éthologie comparée, on compare le comportement et la vie des animaux et de Sapiens sapiens, de nous, montrent justement qu'il y a quand même cet allongement de la vie qui pose des questions sur certaines pathologies. Et moi, j'entendais des spécialistes dire, finalement, chez Sapiens, on est la seule espèce où la femelle est toujours en vie alors qu'elle ne peut plus se reproduire. Quoi. Oui. Et quel est le sens au point de vue du développement de l'espèce. Tu vois. Et il disait en fait que le petit humain doit avoir beaucoup d'aide familiale pour se développer, pour grandir, parce que c'est une vingtaine d'années, et que les mères devenant grand-mères avaient un rôle essentiel. Mais il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans. À une époque où nos personnes matures, comme tu disais, elles avaient de l'importance. Elles avaient de l'importance. On prenait soin d'elles. Et ben maintenant, elles auront de l'importance par le numérique. Voilà. Nous aurons un poids épidémiologique à défaut d'avoir un poids autre. Mais bon, il faut s'occuper de soi, c'est tout. Ouais.
Marilyn dit que elle est plutôt contre les substituts hormonaux traditionnels et elle te demande si tu as un avis sur les huiles essentielles, sur les fleurs de bac. Est-ce que tu as un avis sur ça pour la ménopause? Écoutez, moi je suis toujours très intéressée par des approches alternatives, mais les approches alternatives ne remplacent jamais la médecine conventionnelle pour moi. Et j'ai essayé pour les patientes, hein. J'ai vraiment essayé les compléments alimentaires avec de la sauge, avec ci, avec ça. Mais franchement, ça coûte cher. Et toutes les femmes n'ont pas les moyens forcément de le tenir sur. Et ça ne marchait pas très bien. Moi, ce que j'en ai vécu. Et en fait, le problème. Quand tu dis ce que tu en as vécu, c'est ton expérience de professionnel. De professionnel. Voilà. Maintenant, le point important, et c'est pour ça qu'en fait, je pense que vous m'avez invité, c'est que ce n'est pas qu'une question de bouffée de chaleur, hein, c'est comme ça, et puis ça part. Pas du tout. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a des phénomènes vasomoteurs, cardiovasculaires, cérébraux qui se passent et qui vont amener la femme à des états de risque de santé, des morbidités qui sont inhérentes à l'âge et liées à la carence œstrogénique. Alors on peut se dire oui, mais c'est naturel. Bien sûr. Mais en fait, si on peut pallier au risque de certaines maladies en harmonant juste certaines hormones, pourquoi accepter ça? C'est comme un débat plus vaste. On peut dire aussi c'est naturel d'avoir mal quand on accouche. Ben moi, j'ai été obstétricienne pendant 30 ans, mais moi, je ne vois pas pourquoi on aurait mal quand on accouche. Je ne vois pas pourquoi on aurait mal quand on a ses règles. En France, au XXIe siècle, on a la péri sans payer plus cher. Voilà, pourquoi avoir mal? La douleur et la souffrance n'ont aucune vertu pour moi. Aucune. Voilà, il vaut mieux se libérer de la souffrance pour aller… pour être mieux. Pour être mieux, tout simplement, oui. Pour être mieux. Ouais, tout à fait. Donc non, je n'ai pas de connaissances particulières en ça. Oui, j'ai entendu l'aromatothérapie, etc. Mais… je ne le ferai pas pour moi, quoi. Est-ce que la prise du traitement hormonal peut être fait démarrer n'importe quand dans cette périménopause, ou est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard? Alors, en fait, il y a une fenêtre d'intervention. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les femmes. Il faut avant 60 ans. Et il faut dans les 10 ans qui suivent la ménopause. Pourquoi? Parce qu'après, le risque artériel de plaques d'athérome et de risque de migration de ces plaques d'athérome et de boucher une artère vont devenir importants. Donc, il y a une fenêtre de tir, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les femmes sachent reconnaître les symptômes et qu'elles connaissent les risques de la ménopause et qu'elles sachent qu'il y a un moment où on peut le donner et qu'après, c'est plus trop possible. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, mais après, les choses peuvent évoluer, mais voilà. Il y a Françoise qui a bien apprécié l'exemple avec les Japonaises. Oui. Est-ce que tu en sais un peu plus sur leur mode de vie, justement, qui permet de vivre cette période-là beaucoup plus sereinement? Alors, j'ai eu la chance d'aller au Japon pour un voyage d'une dizaine de jours là dernièrement, et notre guide était un homme de 74 ans, mais extrêmement dynamique. On a fait des visites à la japonaise, mais en courant, il était loin devant nous et il nous a tous semés, on était bien plus jeunes que lui. Donc, il est à l'image de son peuple, j'imagine. Maintenant, comment ces gens traversent la maturité, c'est ça en fait, hommes ou femmes. Quand vous lisez les livres sur Okinawa, où vous allez même sur YouTube et vous recherchez zone bleue Okinawa, en fait, ils ont les critères qui ont été recensés comme étant ceux qui permettent une maturité heureuse. D'abord, c'est des gens qui sont toujours très entourés socialement. Ils ne sont pas tout seuls, les vieux. Même s'ils vivent seuls parce qu'ils sont veufs ou ils vivent seuls, ils sont toujours très entourés. Ils sont très respectés. Les anciens ont une valeur. En tant que tels, ils ont une valeur. Ils portent chance. Ils sont actifs. C'est-à-dire ils ont un rôle dans la société, ils cultivent leurs champs pour améliorer leurs revenus, ils ont une petite activité commerciale, ou là je regardais dernièrement sur YouTube une dame qui avait 103 ans, qui tous les matins, elle ne pouvait plus trop travailler, elle mettait sa chaise devant sa maison et elle saluait tous les gens qui passent en leur disant « fais attention quand tu prends la route », etc. Donc,
Ils sont actifs. Ensuite, la qualité de leur alimentation. La qualité de leur alimentation, souvent ils mangent leurs produits locaux qu'ils ont fait dans leur champ, donc beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, donc des oméga 3, beaucoup d'antioxydants avec les fruits et légumes, et puis voilà, on en est à combien? Donc ils sont entourés, ils ont un rôle, ils mangent bien, ils bougent. Voilà, le 5e, je ne sais plus c'est lequel, mais voilà, c'est cet état d'esprit-là. Coralie demande s'il y a une interaction entre ménopause et puis hypothyroïdie Hashimoto. Ah oui, oui. Alors ça, si vous suivez le docteur Mouly sur LinkedIn, il en parle de la déficience oestrogénique. Effectivement, la maladie d'Hashimoto, elle est plus fréquente chez les femmes. C'est une maladie auto-immune, donc il y a un biais avec l'inflammation. Et c'est un vieillissement de la thyroïde, oui, ça nécessite d'être prise en charge aussi, et c'est souvent associé. Donc finalement, une femme qui irait voir son gynécologue pour la ménopause et en même temps elle est sous l'évothyrox, et si elle n'en parle pas, c'est dommage. De toute façon, normalement, vous allez voir votre gynéco. Enfin, moi, j'interviewe surtout. Qu'est-ce que vous prenez comme traitement? Il faut tout dire. Bien sûr. Il faut tout dire. Sinon, on peut pas prendre, s'occuper de la femme juste, bon, allez, moi, je vais m'occuper de l'utérus, de la vulve et du vagin, et puis je vais laisser tout le reste. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir une vision globale de voilà. Une dame qui a des douleurs articulaires, c'est lié à la périménopause. Une patiente qui a des infections urinaires à répétition, ça fait partie des signes de la ménopause. Elle dort pas bien, elle a des bouffées de chaleur. C'est pas la sphère génitale, mais c'est lié. Donc non, normalement, il faut tout dire. Très bien, merci beaucoup, Jalila. C'est moi qui vous remercie. Merci. J'espère que j'ai répondu bien à vos questions. Mais oui. Et que vous avez compris qu'il faut vous occuper de vous. Voilà.